Alors, ce que je vous propose de faire, c'est une petite reprise sur ce qu'on a fait avec vos camarades la semaine dernière. Et ensuite, on embraye directement sur un nouveau texte. Alors, ce qu'on a vu avec vos camarades la dernière fois, c'est un texte de Kant, K-A-N-T, tiré de la critique de la faculté de juger, donc qui porte dans sa première partie sur la question de la beauté. Et dans ce texte, Kant va distinguer euh, la beauté libre et la beauté adhérente. Qu'est-ce que c'est que la beauté libre? Qu'est-ce que c'est que la beauté libre? Qu'est-ce que c'est que la beauté adhérente? Alors, ce que Kant appelle la beauté libre, c'est la beauté qui plaît librement à l'imagination. Donc ça, vous pouvez le noter. La beauté libre, c'est la beauté qui plaît librement à l'imagination. Pour Kant, la beauté libre est la beauté qui plaît librement, comme son nom l'indique, c'est marqué dessus, et la beauté qui plaît librement à l'imagination, c'est-à-dire à l'imagination, qui plaît librement à l'imagination. Et qu'est-ce que ça veut dire librement? Pourquoi est-ce que cette beauté est libre? C'est la beauté qui plaît librement à l'imagination parce qu'elle ne correspond à aucun concept. Oui, la beauté libre est la beauté qui plaît librement à l'imagination parce qu'elle ne correspond à aucun concept. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. La beauté libre est la beauté qui plaît librement à l'imagination parce qu'elle ne correspond à aucun concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire par exemple que je n'ai pas besoin de savoir la botanique je n'ai pas besoin de savoir la botanique pour apprécier la beauté d'une fleur. Je n'ai pas besoin de savoir la botanique pour apprécier la beauté d'une fleur. Et par exemple, je n'ai pas besoin d'être géologue pour apprécier la beauté d'un paysage. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va? J'ai pas besoin d'être géologue, d'avoir fait de la géologie, pour apprécier la beauté d'un paysage. Mais Kant va dire qu'à côté de la beauté libre, il y a ce qu'il appelle la beauté adhérente. Qu'est-ce que c'est que la beauté adhérente? La beauté adhérente, la beauté adhérente est celle d'un objet. La beauté adhérente est la beauté d'un objet par rapport à son concept, relativement à son concept.
Alors, est-ce que vous voyez le dessin célèbre de Léonard de Vinci qui s'appelle L'homme de Vitruve? C'est un homme qui est les bras écartés, voilà, dans un carré et dans un cercle. Et l'homme de Vitruve, représente les proportions idéales d'un corps humain, parfaitement géométrique, parfaitement harmonieuse. Alors, vous allez comprendre ce que c'est que la beauté. C'est pas grave. Euh, vous allez comprendre ce que c'est que la beauté adhérente. Amine, vous vouliez dire quoi? Ouais, je voulais voir, genre, c'est le cercle où on dirait le mec il a quatre jambes, non? Oui, c'est ça, parce qu'il est droit et il a les jambes les bras et les jambes écartés. Ah, genre, il a. On dirait qu'il a quatre bras et quatre jambes. Ouais, ok. Mais parce que c'est un schéma en fait pour représenter dans un cadre géométrique le corps humain. Bon, imaginons que vous soyez face à un être humain qui rentre ni dans le cercle ni dans le carré, quoi. Un corps humain qui soit tellement disproportionné, difforme, que bah, y a rien qui va, quoi. Imaginez un bossu. Ou une personne, je ne sais pas moi, avec des toutes petites jambes et des tout petits bras, et un énorme tronc. Est-ce que vous trouverez que c'est beau? Non. Et pourquoi? Parce que vous allez juger en fonction du concept de beauté adhérente. Vous allez juger en fonction du concept de beauté adhérente. Euh, on a un certain nombre de concepts de ce que doivent être certaines choses. Par exemple, un corps humain. Qu'est-ce qu'il y a? Faut-il que j'en déplace certains? Oh, si je vous mets là, par exemple, à portée de désinfectant. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. On a certains préjugés, certaines préconceptions de ce que doivent être, je ne sais pas moi, un corps d'homme, un corps de femme, l'anatomie d'un cheval par exemple. Et si ça ne colle pas au concept qu'on a de telle ou telle chose, alors on va trouver que ce n'est pas beau. Et si ça colle au contraire au concept qu'on en a, on va juger que c'est beau. Ok. Donc, petite synthèse. Par exemple, on va juger de la beauté d'un corps humain. On va juger de la beauté d'un corps humain en fonction du concept qu'on en a, et qui suppose effectivement certaines proportions. On va juger de la beauté d'un corps humain en fonction du concept qu'on en a, et donc d'une certaine idée de la proportion. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que le concept de beauté adhérente, on peut le rattacher à celui de technique. Pourquoi? Parce que dans la beauté adhérente, vous avez un but à atteindre, qui est le concept, et le moyen de l'atteindre, ça sera l'art qui permet de faire coller l'objet qu'on représente à l'idée qu'on s'en fait, au concept qu'on s'en fait. Okay. Donc, dans la beauté adhérente fait intervenir le concept de technique, parce que pour produire de la beauté, selon des règles, selon des normes, il faut précisément avoir une maîtrise technique des moyens permettant d'y parvenir. Okay. Ça va ou pas? Ok. Euh, Qu'est-ce que c'est que bien dessiner? Chut. Il y en a qui s'agitent et qui vont pas s'agiter longtemps. Vous arrêtez tout de suite, ou alors vraiment, je vous mets juste vraiment là. Voilà. À portée de la gâchette, hein. Ouais, vraiment. Euh, Qu'est-ce que c'est que bien dessiner? Quelqu'un qui dessine bien, qu'est-ce qu'il fait?
habituellement? Concentrez-vous un peu et essayez de répondre à ma question, quoi. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier ce que je vous Quelqu'un demande. qui dessine comment? Ouais, qui dessine bien. C'est quelqu'un qui reproduit bien un modèle. C'est de la beauté adhérente, ça, vous comprenez? Ok. Donc ça suppose une certaine maîtrise technique du dessin. Bien dessiner, c'est bien reproduire un modèle, et donc cela suppose une maîtrise. Mais ça peut être une vue d'esprit aussi. Ça Dessiner peut quelqu'un l'être, qui fait du. ça peut l'être, mais déjà, enfin, il est significatif qu'on apprenne à dessiner face à des modèles. Je connais aucun professeur de dessin qui dise, bah voilà, dessine ce que tu veux Ouais, ouais. avec l'imagination. On apprend à dessiner en apprenant à dessiner un verre d'eau, une pomme, n'importe quoi en fait. Mais simplement, l'objet importe peu, c'est reproduire exactement la texture de l'objet, l'ombre, la lumière, les rapports de valeur, etc. etc. C'est très compliqué, c'est extraordinairement minutieux comme travail, extraordinairement pénible comme travail, mais c'est un travail qui est purement technique. Qui est purement technique. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, donc deux, grand 2, peut-on maîtriser techniquement la beauté? Peut-on maîtriser techniquement la beauté? Et donc on va parler de la question du design, de la question de l'ergonomie, mais aussi de la question de l'art contemporain, je pense. On va lire un texte d'un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Séris, S-E accent aigu R-I-S, et qui est tiré d'un bouquin qui s'appelle sobrement La technique. La technique. Alors, l'essence de l'art est-elle de produire des objets fonctionnels? Cela ne serait pas impossible si l'on a en tête les arts industriels. La vie des formes y connaît des métamorphoses pleines d'intérêt et d'agrément, hors de tout caprice. Par le fonctionnel, la technique communique avec l'esthétique et elle développe une expérience artistique qui lui est propre. Les formes qu'un principe d'économie sélectionne créent même un style dont on retrouve quelque chose dans la sculpture de Brancusi ou de Moore. Le beau, tout le monde l'avouera, est passé du côté de la technique industrielle et il a émigré dans le champ de l'art, désormais affranchi de sa tutelle. Débarrassé de l'idée du beau, l'art fait place au sens. Alors on verra que c'est pas toujours vrai, hein. Du côté des techniques, le beau fait bon ménage avec l'efficace. Faut-il aller, comme certains n'hésitent pas à le faire, jusqu'à le rabaisser à n'être que synonyme d'efficacité psychologique, celle d'un excitant ou d'un calmant? C'est ainsi qu'on juge des accords de couleurs et de sons selon les sentiments qu'ils induisent. Dire que les arts industriels sont les héritiers légitimes des beaux-arts ne veut pas dire que la beauté est une variable techniquement maîtrisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à être un petit peu agacé par les portables qui traînent sur les tables. Je dois vous le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Céris dit, premièrement, donc ne notez pas pour le moment, on fera une synthèse après, le XXe siècle, c'est l'art du design. C'est-à-dire c'est le moment où les industriels se sont mis à réfléchir à l'ergonomie des objets, à la forme la plus fonctionnelle possible des objets. Et en particulier, on peut penser à l'aéronautique ou à l'automobile. Il va falloir en fait concevoir des objets dont la forme est à la fois la plus aérodynamique possible et la plus sûre possible. Et donc, on va plus du tout créer des objets techniques, essayer d'embellir de manière artificielle des objets techniques pour faire en sorte qu'ils ressemblent, je ne sais pas moi, à des cathédrales ou à des structures qu'on connaît déjà. On va rechercher une forme
la plus simple, la plus précise, la plus efficace possible, et ça va, d'une certaine manière, produire un certain style artistique et une certaine forme de beauté. Ok. Deuxième étape du texte, que nous dit Céris? Maintenant, il n'y a plus que les designers, au fond, qui s'occupent et qui s'intéressent à la beauté. Euh, Pourquoi? Parce que les artistes ne s'intéressent plus vraiment à la question du beau. C'est ce que nous dit Céris. L'art contemporain, c'est plus la question du beau, c'est la question de la signification, la question du sens de ce qu'on fait, et non plus la question de la beauté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des œuvres d'art contemporaines. Euh, Effectivement, parfois c'est pas beau. Et parfois on peut se demander si ça a du sens. Alors je vous passerai un petit extrait d'une conférence d'un type qui s'appelle Franck Lepage, bon, qui a un humour qui vaut ce qu'il vaut, mais qui dit des choses assez intéressantes sur l'art contemporain. Alors j'essaierai d'abréger la question des exemples qu'il donne, parce que bon, on a vu une œuvre d'un certain type d'art contemporain, on a tous vu, on les a tous vus, pardon. En revanche, je voudrais faire l'analyse, je voudrais reprendre l'analyse qu'il fait de l'art contemporain. Et donc, la question qui va se poser, à partir du moment où c'est l'industrie qui s'occupe, la technique qui s'occupe du beau et plus l'art, c'est de savoir si on peut maîtriser techniquement, industriellement, la question de la beauté. Est-ce qu'on peut produire en laboratoire du beau? Il faut mettre le masque. Il faut mettre le masque. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'on peut produire industriellement du beau? Donnez-moi un exemple. En soi, que genre, quand vous dites du beau, c'est genre que les personnes extérieures, on voit. Alors, moi, ce que je veux, c'est est-ce que si on produit, je ne sais pas, un très beau téléphone et qu'on le reproduit 100 000 fois, Non, non, il perdra de sa valeur. alors, voilà, c'est un peu la question. Il y a deux questions qui vont se poser. Est-ce que c'est la même chose d'avoir des formes et des couleurs plaisantes? C'est un peu tout le principe de la publicité. Et de créer quelque chose de beau. Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'à partir du moment où on reproduit, où on duplique un motif, ça reste beau? Alors, exactement. Enfin, je veux dire, peut-être que ça, quand c'est sorti, par rapport aux énormes Nokia, par exemple, ou aux BlackBerry, ça pouvait sembler beau. Et effectivement, j'avais remarqué ça avec vos camarades. Alors ça c'est un très mauvais exemple, par exemple, cette table-là, ces tables-là. Mais vous remarquerez que sur pas mal de tables du lycée, les bords sont arrondis. Et c'est pareil pour vos téléphones. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de téléphones qui choisissent d'arrondir les angles pour une raison simple, à votre avis. Oui, mais pourquoi? Non, c'est pas la prise en main. Pour pas que ça fasse mal, parce qu'on a tous ça dans nos poches. Vous mettez un angle aigu, un angle pointu dans une poche, ça fait des trous dans les poches. Ça fait mal si vous marchez avec et que vous avez un jean par exemple un peu serré, etc. etc. Hein? Oui, comme vous voulez. Mais en gros, la raison pour laquelle on privilégie maintenant des formes courbes à des formes angulaires, il y a une raison à cela. Ça fait beaucoup plus mal, si vous voulez, de se cogner là que de se cogner là. Ok. Donc il y a une logique derrière la forme. Est-ce que cette logique produit de la beauté? Non, non. Alors, est-ce que vous voyez ce que les Céris pardon, veut dire quand il parle d'efficacité psychologique de la couleur et de la forme? Efficacité psychologique de la couleur et de la forme. Bah, peut-être quelque chose de. On va dire en soi, l'objet, peut-être il est moche, mais peut-être lui rajouter une certaine couleur, on va trouver ça beau. Alors, c'est pas beau, c'est soit apaisant, Plus plaisant à regarder. voilà, plaisant à regarder. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est soit apaisant, soit excitant. Alors, il y a, dans les années 1920, peut-être même avant cela d'ailleurs, on va se rendre compte que certaines couleurs associées à certains produits vont entraîner une hausse dans la consommation et associées à d'autres produits non.
Et certaines couleurs vont pousser les gens à ne pas acheter tel ou tel produit. Ok. Euh, Typiquement, votre paquet de lessive, il va être soit bleu, soit vert, il va pas être jaune. Ok. L'exemple le plus frappant que je connaisse, c'est l'exemple du drapeau nazi. Euh, D'où vient le rouge du parti nazi? Alors, j'ai un élève qui m'a fait la remarque, elle est très juste. Le rouge, c'est le socialisme, hein, et le parti nazi, c'est le parti national-socialisme. National-socialiste. Ok, mais c'est pas le même rouge, par exemple, que le rouge du drapeau soviétique. C'est pas le rouge des communistes, le rouge du parti nazi. C'est quel rouge? Quand on sait cette histoire, c'est enfin, c'est fascinant. Non, c'est le rouge d'une marque américaine très célèbre. Ouais, c'est le rouge de Coca. C'est le rouge de Coca. Et en fait, le ministre de la propagande nazie, c'est un type qui s'appelle Joseph Goebbels, et c'est un type qui va... alors, déjà, faut savoir que Coca-Cola va s'implanter en Allemagne dans les années 1920-1930. Coca-Cola va même créer une marque que vous consommez encore sans savoir que c'est une marque un petit peu nazie sur les bords. Non, Orangina, c'est français. Fanta. C'est la marque destinée aux Allemands, en fait. Les Allemands n'aiment pas trop le Coca. Mais ils aiment bien les boissons à base d'orange. Ils vont créer le Fanta pour... Bah, j'aime bien le Fanta, moi. Mais ce qui est intéressant, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Goebbels va se dire, puisque les Américains sont capables de vendre un truc qui, quand même, le Coca, c'est pas mal. On va dire que c'est pas non plus du grand vin, quoi. Euh, Puisque les Américains sont capables de vendre un produit qui a un petit peu un goût de médicament, avec cette couleur-là, avec cette iconographie-là, ben nous, on va faire pareil. On va leur piquer leur rouge. Et ça va marcher. C'était... Coca, il est pas investi dans plein de trucs bizarres comme ça en vrai. Coca a investi dans énormément de trucs bizarres. Coca, ça a été un... Ils se sont implantés notamment dans les années 50, 60, 70 en Amérique du Sud, avec l'appui de la CIA. Coca-Cola, si vous voulez, c'est pas que Coca. C'est pas que le Coca-Cola plutôt. C'est le contrôle de l'eau et des matières premières agricoles. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup implantés en Amérique du Sud. C'est un énorme consortium Coca-Cola. Et il me semble que le père de JFK, le père de Kennedy, avait des actions dans Coca-Cola et avait fait du business, hein, tranquillou bilou, avec les nazis pendant l'entre-deux-guerres. Business is business, quoi. Le type, il vendait du whisky canadien pendant la prohibition. C'est la grande époque de Boardwalk Empire et de Peaky Blinders. Et il faisait du commerce avec les nazis. Toute une époque. Alors, j'en viens à la question de l'art contemporain. Pourquoi l'art a-t-il déserté la question du beau pour privilégier la question du sens et, comme nous le verrons, peut-être même abandonner complètement la question de tout, quoi. La question du beau et la question du sens. Donc, je veux vous montrer cette vidéo sur YouTube. Je peux pas la diffuser dans le cadre de mon cours, donc je vais interrompre ma vidéo.